Bonjour et bienvenue à cette conversation que je pense être incroyablement passionnante. Aujourd'hui, nous parlons de quelque chose d'incroyablement important qui est la République démocratique du Congo. En ce moment, il y a un conflit en cours dans le pays qui, à bien des égards, est sans doute le plus sanglant et violent eh bien, de tous ceux qui sont actuellement en cours. Mais personne n'en sait rien parce que c'est en Afrique et qu'il y a très peu de couverture médiatique. Et c'est quelque chose que je suis incroyablement heureux de couvrir parce que c'est quelque chose que mérite plus d'attention. Mais pour me rejoindre pour cela, pour en parler de manière incroyable, c'est Moïse Kutumbi, qui est l'ancien gouverneur de Katunga et quelqu'un qui, je pense, est très respecté parmi de nombreux Congolais. Je suis ravi d'être rejoint par lui cet après-midi. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Donc, je pense que l'une des premières questions que je veux vraiment vous poser est, vous avez fait un travail incroyable pour faire progresser la province que vous avez gouvernée. Et l'une des choses que vous avez faites était avec le club de football, l'un des clubs de football les plus réussis d'Afrique, si je me souviens bien. Alors, parlez-nous un peu de votre parcours personnel pour devenir gouverneur et du club de football. Oui, je viens d'une famille d'affaires, en tant qu'homme d'affaires très prospère, avant d'entrer en tant que gouverneur. J'avais mon équipe avant de devenir gouverneur. J'ai remporté beaucoup de coupes avec l'équipe. J'ai beaucoup appris. Et en tant qu'entrepreneur, j'ai beaucoup appris avant de devenir gouverneur. Donc, je suis devenu l'un des meilleurs gouverneurs que le Congo n'ait jamais eu. Ce sont les rapports de tous les amis, tous les partenaires et tous les donateurs. Nous avons réalisé beaucoup d'infrastructures dans le pays. J'ai trouvé une province qui était morte. Tous les minéraux, 70% des minéraux, se trouvent dans la province du Katanga. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'espoir pour les gens, il n'y avait pas d'emploi, pas de travail, pas d'électricité, rien d'autre. Alors j'ai fait ce que je devais faire. C'est pourquoi je reste dans le cœur des Katangais et de tout le peuple congolais. Donc, pendant ce temps où vous vous êtes développé, vous savez, et que vous venez de ce milieu entrepreneurial, dans quelle mesure cela a-t-il joué un rôle pour vous aider à gouverner? Parce que beaucoup de dirigeants africains qui arrivent au pouvoir ne viennent souvent pas d'un milieu déjà stable. Et cela peut parfois mener à des problèmes internes, n'est-ce pas? Oui, vous voyez, ces choses m'ont aidé parce que je n'avais pas besoin d'argent pour entrer en politique. C'est comme ce qui se passe en Amérique. Le président Trump vient du monde des affaires. C'est un homme d'affaires fort, Elon Musk et les autres. Nous devons vraiment changer la façon de gouverner. Et ces choses m'ont aidé parce que je gérais la province comme un projet qui devait réussir au nom de tout le monde. Beaucoup de gens vous considèrent comme un gouverneur largement reconnu et efficace. Quels sont, selon vous, certains de vos plus grands accomplissements? Mon plus grand accomplissement a d'abord été d'apporter la paix dans la province, la justice, les infrastructures et aussi de créer des emplois. Vous savez quoi? Quand je suis arrivé en tant que gouverneur, j'ai trouvé le secteur minier effondré parce qu'à l'époque coloniale, les Belges produisaient presque 300 000 tonnes de cuivre par an. Voilà, par an, à l'époque belge, et 10 000 tonnes de cobalt. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé une production de seulement 8 000 par an à partir de 300 000. Donc, cela s'est effondré, arrivant à une situation qui était très mauvaise. Je devais utiliser mon modèle économique pour voir ce que nous pouvions faire, comment pouvions-nous sauver les habitants de ma province. Ainsi, le Congo pourrait en bénéficier. J'ai donc pris des mesures pour fermer l'exportation de matières non transformées qui allaient en Chine. J'ai trouvé une seule entreprise produisant 8 000 tonnes de cuivre. J'ai donc fermé l'exportation de matières non transformées. D'accord. J'ai invité tous. Les investisseurs américains, Freeport, Matt Moran, une entreprise française, australienne, tout le monde. J'ai dit, nous devons ajouter de la valeur dans le pays. Pour la première année, de 8 000 tonnes, nous sommes passés à presque 1 million de tonnes de cuivre, ce que même les Belges n'ont jamais fait. Quand j'ai démissionné,
j'ai laissé la production à 1,8 million de tonnes de cuivre. Donc, parce que j'avais besoin que la valeur soit ajoutée dans le pays et pour le cobalt, de 10 000, je suis passé à 140 000 tonnes de cobalt. Donc, dans le secteur minier, j'ai invité les personnes que je voulais pour changer le climat des affaires, pour avoir un bon climat pour les affaires. J'avais donc presque 70 entreprises qui sont venues, ont investi et ont construit de nouvelles infrastructures, de nouvelles fonderies, tout ce qui a vraiment stabilisé même la monnaie du pays. Donc, c'était vraiment chez moi. Et aussi l'agriculture, parce que j'ai imposé à ce secteur minier de faire de l'agriculture, de construire des écoles, de faire des programmes sociaux. Donc, j'ai fait beaucoup de développement. Je n'ai pas non plus oublié l'eau que j'ai trouvée. À l'époque, j'ai trouvé que l'eau était presque à 7%. La distribution d'eau potable que j'ai laissée à plus de 70% lorsque j'ai démissionné. L'électricité que j'ai trouvée, je pense à 5%, je l'ai laissée, je pense, autour de 52 à 55%. Donc, c'était vraiment un gros travail accompli. Et il n'y avait pas de route. Comment pouvez-vous inviter les gens à investir là où il n'y a pas de route? J'ai construit la route de la frontière de Katsumbalesa jusqu'à Kolwezi en construisant de nouveaux ponts, ceci et cela. Nous avons tout fait, en un temps record de 8 ans. Non, je pense que c'est un ensemble remarquable de réalisations ayant examiné votre héritage, pour ainsi dire. Mais c'est l'une des questions que certaines personnes pourraient vous poser, à savoir, la province était déjà assez, eh bien, elle est abondante, n'est-ce pas? La RDC est l'un des pays les plus abondants au monde. Donc, auriez-vous pu reproduire ce que vous avez accompli dans une région moins riche en ressources, Quars? Vous voyez, c'était mon programme. J'étais candidat en 2023 et 23, parce que j'avais un programme. Je voulais libérer mon peuple de l'esclavage. Le Congo est un pays très riche. Aujourd'hui, le peuple congolais est peut-être le plus pauvre du monde. Troisième pays le plus pauvre du monde à cause du pillage de l'économie. Pas de vision, pas de stabilité. Les gens s'enrichissent quand ils ne sont pas en politique. Ils sont très pauvres. Ils entrent en politique, ils deviennent les plus riches, voyageant en jet privé et ils vont demander des dons. Partout pour les gens avec leurs dépenses, c'est là que je soutiens le président. Donald Trump pour revoir cela. Vous voyez vraiment si cet argent va à la destination finale, est-ce que cet argent aide? Nous avons eu une très mauvaise élection en 2023. C'est ma première fois depuis que je suis né. J'ai 6 ans. Génial. Que fais-tu? J'ai 6 ans. C'est ma première fois. Nous sommes censés faire l'élection en un jour, comme en Amérique, comme en Belgique, comme pour en France, partout dans le monde. Nous avons fait l'élection qui est censée s'arrêter après 12 heures. Nous l'avons faite pendant 7 jours à cause du changement de résultat. Alors, après, qui a été surpris? Ils ont proclamé quelqu'un qui n'a jamais gagné l'élection. Et cette légitimité est très mauvaise pour le pays et crée de l'instabilité. Si le Congo n'a pas de véritable légitimité, pour eux, c'est un gros problème pour la sécurité. Eh bien, je veux aborder la présidence sortante dans un instant, mais je voulais vous défier sur une chose, à savoir que certaines personnes peuvent dire ou prétendre que, vous savez, votre succès réside dans la croissance économique de la province. Oui, mais vous avez également favorisé des entreprises qui étaient liées à vos propres intérêts et activités. Comment répondez-vous à cela? Vous voyez, quand je suis arrivé, je venais du milieu des affaires. J'ai fondé une entreprise produisant du cuivre. J'ai créé plus de 70 entreprises. Nous importons presque 95% de notre projet agricole. Quand je suis parti, nous n'importions que 25% quand j'ai démissionné. Et quand je suis devenu gouverneur, j'ai déclaré tout ce que j'avais
que j'ai soumis au gouvernement. Mon argent, mes entreprises, mes actifs, tout. Ma famille n'a jamais eu de projet avec le gouvernement. J'étais le seul à déclarer. C'est pourquoi je dis toujours, j'ai vu des gens arriver au pouvoir sans même un vélo. Aujourd'hui, ils volent en jet privé. Alors, ce que j'ai fait, je voulais montrer au monde, vous savez, je suis le seul gouverneur. Nous avions, à cette époque, le Congo avait 11 provinces. Je suis le seul à aller partout où les gens me respectent, où les gens applaudissent. Pour dire merci, gouverneur, vous avez fait un travail formidable. Parce qu'ils savent que les critiques des gens sont tout à fait normales. Au moins, mon objectif était de changer les choses dans ma province. Donc, vous ne vous êtes pas laissé distraire de votre objectif d'amélioration. La province que vous gouvernez, eh bien, c'est louable, mais nous avons mentionné l'élection de Fairmount en 2023 et vous vous êtes présenté et vous avez obtenu, était-ce 18-19% des voix, je pense. Eh bien, quel est le problème? Eh bien, c'est ce qu'ils disent. Quel est le problème? Mais comment me feriez-vous vivre cette expérience de vous présenter pour être le leader du pays, tout en affrontant, disons, la résistance que vous avez rencontrée du système, parce que vous n'étiez pas favori pour gagner, n'est-ce pas? Les gens ne voulaient pas que vous gagniez. Et vous êtes très populaire parmi beaucoup de Congolais. Nous sommes passés d'une élection très chaotique qui était censée se terminer en une journée. L'élection a commencé à 7 heures du matin. Elle était censée s'arrêter à 17 heures à midi. Après cela, ils ne l'ont pas arrêtée. Ils ont dit non, nous devrions continuer pendant 7 jours. C'est le seul pays où ils ont voté pendant 7 jours, où ils ont arrêté des gens avec des machines à voter. Chez eux, des milliers de machines à voter. Dans cette machinerie électorale, ils ont élu un membre du Parlement, ils ont élu le président, 5 catégories différentes à élire. Donc, vraiment, c'était une honte. Parce que nous n'avons jamais eu d'élection dans notre pays et cela crée l'instabilité. Je suis un homme de football. Je suis président d'une grande équipe de football. Pour un fair play, je suis censé dire « Félicitations, vous l'avez fait ». Il ne l'a pas fait en 2018. Il n'a pas gagné en 2023. Et vraiment, ils ont même refusé que l'observateur de l'UE vienne observer l'élection. Ils ont refusé de venir auditer le commissaire électoral pour vraiment dire les chiffres des choses et pour auditer même les machines de vote. C'était un véritable chaos. Le problème du Congo aujourd'hui n'est pas le peuple congolais, mais les États-Unis, politiciens. Si cette fraude continue où le président n'a jamais gagné l'élection et devient président, c'est une perte de temps. Eh bien, africains, disons-le, malheureusement, beaucoup d'États africains, depuis le temps où j'y ai visité quelques fois, sont notoirement corrompus. N'est-ce pas? Je pense à, eh bien, Jacob Zuma en Afrique du Sud est juste un exemple. Comment voyez-vous la situation en République démocratique du Congo par rapport à d'autres pays? Et en quelque sorte, il y a eu des affirmations selon lesquelles les États-Unis, l'administration Biden en particulier, a eu, vous savez, une influence pour s'assurer que le président sortant est resté au pouvoir ou a gagné aussi efficacement qu'il l'a fait. Vous voyez, quand j'étais gouverneur, je me suis battu contre la corruption. Cela dépend du leadership. Un leadership fort apporte également une bonne gouvernance. Ce qui n'était pas bon, ce qui est vraiment très mauvais à propos de l'administration Biden. Il n'était pas censé laisser les politiciens congolais, l'actuel président, de mener ce type d'élection. Où l'Amérique est même allée jusqu'à les féliciter, même l'autre pays. Ils savaient que ce n'était vraiment pas une véritable élection. Ils ont mis les intérêts des affaires, peut-être des intérêts familiaux, peut-être d'autres intérêts,
plutôt que de mettre l'intérêt sur le peuple congolais. Il y a ce problème du corridor de Luanda, qui est un très bon projet par lequel le cuivre et le cobalt doivent passer. Lobito, les ports de Lobito, que le président Biden est allé voir, le président de l'Angola, le président de la Zambie, tout le monde. Maintenant, le point d'interrogation, c'est pourquoi je reviens à... Vous voyez, dans la vie, il faut avoir une vision. Et pour cela, j'apprécie ce que dit le président Trump, parce que la majorité, 98% des entreprises minières sont chinoises. Comment pouvez-vous... Quelle est la magie qu'ils vont utiliser pour les faire passer par Dar es Salaam? Aller en Chine, ce qui prend moins de jours que d'aller à Lobito. Je pense que l'administration du président Biden ne savait pas comment faire des affaires. Ils auraient dû d'abord permettre à certaines entreprises américaines de venir investir au Congo, aux entreprises de l'UE de venir investir au Congo. Ainsi, au moins, les minéraux peuvent venir en Europe ou en Amérique. Maintenant, vous n'avez pas de mine. Vous allez investir, vous obtenez de l'argent des Américains, vous investissez dans quelque chose où il n'y a pas de mine. Toutes les mines aujourd'hui, 98% sont allées aux Chinois, 98%. Donc, si quelqu'un doit venir investir aujourd'hui, il faut lui donner un terrain gratuit, il doit faire de la prospection. Il y avait donc un très gros problème avec l'administration Biden, et je leur ai expliqué en tant qu'ancien gouverneur. Alors écoutez, il n'y avait qu'une seule grande entreprise à cette époque, une entreprise américaine qui a fermé, et presque toutes les entreprises ferment à cause de la mauvaise gouvernance. Oui, je veux dire, avant de passer à, devrions-nous dire, plus d'ingérence étrangère et au conflit lui-même, car je veux vraiment entendre vos perspectives à ce sujet. Il y a certaines suggestions, encore une fois, certains prétendent que Hunter Biden avait des intérêts commerciaux ou des liens avec la RDC, et évidemment, nous pouvons établir des comparaisons avec l'Ukraine là-bas. Il y a eu des suggestions concernant la relation des Biden avec Zelensky et d'autres parties des anciennes administrations. Alors, avez-vous des opinions à ce sujet sur l'administration Biden, plus particulièrement elle-même, pas seulement à travers une politique étrangère ou des relations avec la RDC? Je pense qu'ils ne se sont pas impliqués pour défendre le peuple congolais. Exactement. Ils étaient censés défendre davantage le peuple congolais, l'intérêt des Congolais. Les gens pour changer les choses et s'impliquer dans les intérêts du peuple congolais. L'Amérique est le seul pays qui a dépensé beaucoup d'argent en 2023 pour l'élection congolaise. Ils ont dépensé de l'argent, ils n'ont pas surveillé l'élection. Donc vous dépensez, vous ne surveillez pas l'élection. Qu'est-ce que c'est que de jeter de l'argent à l'eau? Donc, je pense que c'est un grand reproche. Et je sais que vous pouvez avoir des affaires, peut-être familiales ou d'entreprises familiales ou toute autre affaire, au moins protéger aussi les intérêts du peuple congolais. L'Amérique, par exemple, pour l'élection, je pense, était le plus grand contributeur à cette élection. Maintenant, si l'élection ne s'est pas bien passée, quels pays ont-ils blâmé? Ils ont blâmé l'Amérique. Parce que le superviseur n'est pas venu, personne n'est venu, que pour voter un jour. Nous avons voté pendant 7 jours. C'est le premier pays. Cela doit rester dans les anciens records. 7 jours d'élection dans un pays. Donc, vous avez... Passons un peu plus à cet aspect, disons, des relations internationales et du développement, car vous avez été très élogieux envers le président Trump jusqu'à présent, mais n'êtes-vous pas préoccupé par cela? Le désengagement des États-Unis sous la nouvelle administration va rendre les pays africains, pas seulement la République démocratique du Congo, plus susceptibles à l'ingérence ou à l'influence chinoise, ce que je ne sais pas. Peut-être que vous le souhaitez. Mais en plus de cela, Trump est, vous savez, en train de réduire les finances publiques à travers, le développement international comme l'USAID. Et c'était évidemment une entité qui serait probablement très importante dans RDC. Donc, ne pensez-vous pas que certaines de ces politiques sont négatives? Vous voyez, je suis allé à l'investiture de Trump
du président Trump en Amérique parce que je suivais sa campagne. Je suivais sa persécution au tribunal, à gauche et à droite. J'ai traversé les mêmes choses. Donc, le président Trump n'a pas annulé. Le SID, AL, ESA. Ils doivent évaluer. Si vous trouvez une situation, c'est une bonne vision. Peut-être qu'il y a un projet. J'ai entendu dire que de l'argent, je suis désolé de le dire, est allé aux préservatifs que nous avons entendu. Alors, comment pouvez-vous dépenser de l'argent pour les préservatifs plutôt que pour les gens? Chaque somme d'argent qui doit être dépensée doit être justifiée. Je pense que c'est tout à fait correct. C'est l'argent qui vient des Américains, contributeurs, ils doivent évaluer l'argent envoyé. Cet argent va-t-il juste à l'étude de faisabilité? Cet argent arrive-t-il là-bas? Je pense que le président Trump ne l'a pas annulé. Il va évaluer. Il y a des projets qu'ils vont annuler, comme le projet pour les préservatifs. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Comment pouvez-vous envoyer à Gaza, où il y a du pétrole, des préservatifs? Je pense que nous l'avons tous vu aux informations. Je pense qu'il y a des pays qui ont besoin de ce type d'argent qu'ils ont peut-être oublié. Je pense que réévaluer quelque chose n'est pas l'annulation. Mais, Luis, ne penses-tu pas que c'est un peu extrême de passer de une organisation qui a des milliers de représentants, d'employés, à 12? Et encore. Oui, nous pouvons parler de mauvaise allocation des fonds, de gaspillage des ressources. Bien sûr, il doit y avoir une plus grande responsabilité et une diligence raisonnable. Mais n'as-tu pas peur que la réduction du soutien des États-Unis, de cette manière, soit préjudiciable au peuple congolais? Non, je pense. Vous voyez, oui, nous pouvons voir 10 000 à 12 personnes. Combien de personnes? Je pense qu'ils ont fait l'étude pour voir si cet argent arrive vraiment au bon endroit. D'accord. Je pense qu'ils doivent vérifier. Si l'Amérique va continuer avec l'aide, je pense qu'ils vont récupérer certains des les travailleurs. Je pense que si vous arrivez dans une entreprise, je dirige certaines entreprises, même quand j'étais gouverneur, je trouve certains endroits où il y avait beaucoup de gens et où il n'y avait pas de production. Des gens surpayés, quoi, et quoi. J'ai d'abord arrêté. Faisons l'évaluation. Évaluons. Peut-être qu'à cet endroit, au lieu de 12, 10 000 personnes, nous pouvons avoir 2 000 personnes. Des gens efficaces. Et ces autres personnes peuvent aller travailler pour l'autre projet. Alors vous, basé sur votre expérience en affaires, que préféreriez-vous voir? Comment préféreriez-vous voir, je ne sais pas si vous voulez appeler cela développement, finance, aide financière, initiative de développement international. Comment aimeriez-vous voir cela, réalisé? Si ce n'est pas par quelque chose comme l'USAID. Vous voyez, vous vendez avec ce que vous dites au début, le mot que j'aime. Afrique. Il y a beaucoup de corruption. Le continent africain n'est pas très pauvre. Le point d'interrogation que nous devons poser, pourquoi l'Afrique, aujourd'hui, est très pauvre et exigeante? À cause de la mauvaise gouvernance, pas de concentration. Dans la majorité, je ne dis pas tous les pays africains. Dans certains pays, mauvaise gouvernance, corruption, problème familial, tout. Le pays devient comme une propriété privée pour certaines choses. Et parfois, l'argent du chef, dans beaucoup de cas, ne va pas au peuple. Je pense que ce qui est important, c'est l'investissement qui va créer plus d'emplois et aider la communauté, pas leur donner gratuitement, essayer de les construire. Oublier de recevoir des cacahuètes, recevoir de l'argent avec lequel ils peuvent faire un projet, avec lequel ils peuvent créer de l'emploi. Je pense que l'Afrique aujourd'hui peut beaucoup contribuer dans le secteur agricole
qui était la clé pour moi, l'agriculture. Nous avons beaucoup d'eau, nous, dans les minéraux et l'Afrique. S'il y a plus d'argent, qui va être investi, pas en dons? Allez-vous dépendre? Disons qu'il y a un choc pour l'économie dans le vieux demain. Tous les pays. Nous l'avons vu en 2008, bien sûr. Et si vous êtes chaque jour, allez gagner de plus en plus. Et l'argent, qui arrive même parfois, 70% n'arrive pas entre de bonnes mains. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de plus d'argent pour des projets afin de rendre l'Afrique grande. Rendre l'Afrique grande, à nouveau, je ne sais pas, ou juste grande, point final. Non. Rendre l'Afrique grande. Faire en sorte que l'Afrique soit développée. Oh, bien sûr. Oui, parce que si nous créons, disons, aujourd'hui, je vous donne un exemple. Dans mon pays, aujourd'hui, nous importons presque tout. Nous exportons juste du cuivre et du cobalt. Les minéraux. Nous avons un pays très riche, où nous pouvons exporter beaucoup de produits agricoles. Nous avons aussi le grand potentiel pour l'électricité que nous pouvons également exporter. Nous devons diversifier parce que ces minéraux qu'ils extraient aujourd'hui, demain, ils ne seront plus là. Non. Nous allons revenir encore vers les donateurs pour dire, s'il vous plaît, nous n'avons rien, donnez-nous. Non. Il y a un mot que j'aime en français. Je ne sais pas comment ils disent en anglais pour dire si tu veux me donner un poisson, ce n'est pas vraiment très bien. Tu dois m'apprendre à le pêcher. Donne-moi le poisson, puis me donner le poisson. Donc mon mot pour l'Afrique, nous devons demander, ils doivent nous apprendre comment être autosuffisant. autosuffisant plutôt que de dépendre du bruit. Donation. Non, je pense que tu me fais penser à l'expression, tu sais, donne un poisson à un homme, il peut manger pour un jour. Apprends à un homme à pêcher. Tu vois, ça sonne tellement comme un anglais, je dois prendre le français, mais ça sonne tellement mieux en anglais. Je plaisante. D'accord. Donc, en continuant sur cette voie, nous traversons évidemment un réalignement global d'une certaine ampleur, sans essayer de paraître trop dramatique à ce sujet. Mais les États-Unis s'intériorisent, ils se désengagent de nombreux endroits, y compris l'Europe et l'OTAN. Et cela encourage davantage de pays qui veulent voir les États-Unis ne plus être l'hégémon, la grande puissance du monde, n'est-ce pas? Et c'est évidemment la Chine et la Russie, mais la Chine en particulier, nous en avons parlé. Donc, je veux entendre vos perspectives sur l'influence de la Chine ou sa relation avec les élites congolaises et le pays dans son ensemble, car la Chine a fait un travail remarquable en exploitant son initiative de la ceinture et de la route, la BRI, à travers l'Afrique. Mais il y a beaucoup de scepticisme parmi certains. Si vous parlez à beaucoup de Kenyans, par exemple, il y a beaucoup de scepticisme au Kenya. Mais dans d'autres parties de l'Afrique, il y a beaucoup de favoritisme envers la Chine parce qu'elle ne vient pas avec autant de stipulations que l'Occident, n'est-ce pas? Si vous obtenez un prêt de la Banque mondiale ou du FMI, il doit être accompagné de toutes ces autres attentes concernant l'amélioration. Donc, les gens préfèrent la Chine parce qu'elle vous donne simplement de l'argent ou investit dans les infrastructures. Alors, comment voyez-vous la Chine et sa relation vis-à-vis des États-Unis? Et quoi? Qu'est-ce qui est important? Vous avez abordé. Votre première question portait sur le changement climatique. Je pense que le changement climatique est un grand problème en Afrique. Vous savez, je fais de l'agriculture. Avant, la saison des pluies durait 5 à 6 mois. Aujourd'hui, le maximum est de 2 mois et demi. Donc, les gens perdent leur récolte. Donc, vraiment, le changement climatique est un gros problème que nous devons résoudre. Et concernant la concurrence dans les affaires, j'étais gouverneur. Nous avons invité tout le monde à venir investir. J'ai fermé beaucoup d'entreprises chinoises qui ne respectaient pas la loi du Congo. C'est ça. Oui, il y a certaines entreprises chinoises qui respectent la loi du pays. Le plus gros problème que vous avez en tant qu'investisseur européen, comme un investisseur belge ou un investisseur américain, quand ils viennent investir au Congo, ils disent que c'est une zone dangereuse. Il n'y a pas de soutien de la part des banques. Les Chinois, quand ils viennent,
ils ont le soutien de leurs banques, les investisseurs chinois. Donc, c'est totalement difficile pour un investisseur européen ou américain d'investir au Congo, ce qui est aussi mauvais. D'un côté, la majorité des plus grandes entreprises minières, les entreprises minières chinoises, DEN, ne paient pas d'impôts, ce qui est injuste. On leur accorde des exemptions pendant 15 ans, 10 ans. Vraiment, je ne vais pas être d'accord avec cela. Donc pour les autres investisseurs qui viennent de différents pays pour concurrencer, cela va être très difficile. Cet argent, des taxes, est vraiment de l'argent qui est censé aider le pays à se développer et à assurer la transparence. Quand j'étais gouverneur du Katanga, mon combat était la transparence dans les minerais. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une grande opportunité dans toute l'Afrique et surtout au Congo. Maintenant, le problème, ce sont les politiques, la confiance. Les gens changent. Il y a beaucoup de mauvaise gestion. Personne ne fait confiance à ce gouvernement, illégitimité. Personne ne va prendre cet argent pour aller investir. C'est à nous d'abord de dire d'accord. Il y a un état de droit. Il y a une concurrence loyale. Il n'y a pas de corruption. Nous donnons aux gens, à tous les investisseurs, sous 50-50. 50% de chances d'investir dans le pays. Nous avons vu des pays comme le Botswana, les gens y vont pour investir. La Zambie se porte bien. Le Botswana, c'est ce dont nous avons besoin au Congo. Non, je suis d'accord. Le Botswana a fait des progrès incroyables. J'y étais il y a quelques années et j'ai vu l'impact que l'investissement direct étranger a eu et le genre de stabilisation qu'il apporte également. Mais la dernière question sur cet aspect est, vous savez, Trump pousse vraiment, au moment de l'enregistrement, vous savez, nous assistons à la finalisation d'un accord potentiel entre Trump et Zelensky. Concernant, vous savez, l'accès aux minéraux, aimeriez-vous voir une sorte de reproduction pour le Congo? Vous savez, Trump, c'est transactionnel, mais cela bénéficierait au Congo à long terme. Vous voyez, à mon avis, je pense que le président Trump veut trouver une solution qui est très importante pour la paix au Congo. Ce sont des cas totalement différents. Zelensky a emprunté de l'argent à l'Ukraine qu'ils lui ont donné pour soutenir le haut. Il y a de l'argent, beaucoup d'argent. Le Congo n'a jamais bénéficié d'aucun argent pour le haut. Et je pense que la porte est ouverte pour tous les investisseurs venir et investir au Congo. Quand la paix sera au Congo, quand il y aura un bon gouvernement, une bonne gouvernance, quand il y aura un vrai président élu, cela mettra fin à l'instabilité. Donc, nous ne refusons pas l'offre du président Trump parce que toutes les mines aujourd'hui, 98% sont parties. Il n'y a pas de mines. Ce projet du président de dire « j'ai offert, j'ai promis », la mine, il n'y a pas de mine, c'est un rêve. C'est un rêve total. J'étais gouverneur. Je connais les chiffres des choses. Et le président n'a pas le droit de dire ce qu'il dit parce que nous devons consulter le peuple congolais. La richesse appartient au peuple congolais. Et je pense que c'est juste. De la communication, peut-être mal communiquée. Mal. Je pense que le Congo est ouvert à tout le monde. Et ce qui va ramener la confiance, c'est une bonne élection. S'il n'y a pas de bonne élection, chaque jour nous vivrons dans l'instabilité. J'apprécie vraiment la passion. Et, vous savez, la bonne volonté que vous avez pour que votre pays réussisse. C'est très important, je pense, de voir cela. Mais je veux parler de l'aspect le plus, peut-être important de cela, qui est ce que j'ai mentionné au début de notre conversation, à savoir le conflit. Vous savez, il y a eu un conflit transfrontalier entre la RDC et sans doute le Rwanda et l'Ouganda depuis un certain temps. Maintenant, le Rwanda n'a jamais explicitement déclaré qu'il soutenait le M20 à travers ce groupe de milices, mais il y a eu une interview avec le leader relativement récemment et il n'a essentiellement rien fait pour le nier. Et, eh bien, comment voyez-vous
la situation sécuritaire à Koldo? Et quelle est votre opinion sur l'influence potentielle du Rwanda dans le soutien aux rebelles du M23? Vous voyez, quand un président est dans chaque pays, je donne l'exemple de l'Amérique. Le président Trump ou le président Macron, ils sont responsables de leur pays et des gens dans le pays. Ils sont responsables de la sécurité. Le président Macron, le président Trump ou n'importe quel président. En Europe, ils sont là pour sécuriser les gens. Parce que quand vous prêtez serment, vous savez ce qui vous attend. Donc, le président Tshisekedi a été un grand échec. Il est un champion. Son administration en matière de corruption, utilisant plus d'argent en allant à l'étranger, dépense plus d'argent. Et si je peux dire cela, à l'époque coloniale, les Belges ont laissé le Congo avec une véritable armée. Au début des années 70, notre armée allait en Égypte pour combattre et défendre l'autre territoire. Nous sommes presque 120 et presque moins de 20 millions de personnes. Nous couvrons plus de 2,3 millions de kilomètres. Très, très vaste. Au début, nous n'avions pas ce problème, à cause de la mauvaise gouvernance, à cause des fausses élections. Vous savez, si les gens ne vous soutiennent pas aujourd'hui, il y a ce problème à l'Est. Où sont les 73%? Quel président élu est encore prêt à aller se défendre dans la rue? Non. Parce que les gens ne se retrouvent pas dans ce régime. Nous devons vivre en paix avec tous les voisins. Les seules choses dont nous avons besoin de parler, c'est d'avoir une discussion franche d'abord entre Congolais. Quand je faisais campagne, j'ai même écrit au président, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nos soldats ne se battent pas. Vous savez quel est le salaire d'un colonel dans mon pays par mois? Un colonel, 120 $. Vous savez quel est le salaire d'un membre du Parlement? 25 000 $. Vous savez quel est le salaire pour un soldat qui est en guerre? Moins de 80 $. Vous savez quel est le salaire d'un ministre? Énorme. Il y a un budget qui vient de sortir. Les dépenses de le président Tshisekedi à la maison de l'État sont plus élevées que celles de la France. Pouvez-vous comparer notre économie à celle de la France? Notre président dépense plus que le président Macron. Vous ne pouvez pas continuer à simplement blâmer les autres. Le problème, ce sont les autres. Le problème d'abord, c'est les États-Unis. Si vous payez vraiment un soldat très bien 80, je ne peux pas aller mourir pour 80. Alors, je pense, qui est-il? Quoi? Ce qui est important? Ce qui est important pour nous, c'est d'apporter la paix aujourd'hui. Parce que vous voyez, nous n'avons pas d'armée aujourd'hui, non. Les gens ne se battent pas, ce qui est une honte. Nous avions l'armée, la plus forte, depuis l'époque coloniale. Tout le monde avait peur de l'armée congolaise parce que les soldats étaient très bien payés. Ceux M23. Kabila les a expulsés en 2012, en 2012, avec 300 millions de dollars dépensés. Aujourd'hui, le gouvernement a dépensé 4 milliards de dollars. 4 milliards. Tout cela devient du business, où l'argent ne sort pas, l'argent reste avec certaines personnes. Et les soldats, ils meurent de faim là où ils sont. Et c'est vraiment le résultat. Pas de route, pas d'infrastructure, pas d'avenir. Et illégitime. Et les soldats, quand ils se battent, ils n'ont élu personne. Ils ont une famille, ces soldats. Je n'ai pas voté pour lui. Pourquoi vais-je mourir pour lui? Donc, je pense que ce qui est important,
Ce sont les deux églises, la grande église, l'église protestante et l'église catholique, qui mènent les discussions. Nous devons nous asseoir et parler. Arrêtons de nous battre. Le haut ne partira pas, même s'il y a un gagnant aujourd'hui. Vous allez dire pourquoi. Je soutiens le président Trump. Il essaie d'obtenir une paix sans eau. Nous devons avoir cette paix sans eau parce que, vous savez, combien de réfugiés y a-t-il dans mon pays? Combien de Congolais meurent chaque jour dans le pétrole? Et vous savez combien de Congolais meurent de faim par jour dans la grande ville de Kinshasa, au Katanga, sans emploi, sans médicaments, par jour? Dans tous les pays, peut-être 2000 personnes en moins que le pétrole, à cause de la mauvaise gouvernance. Je pense que ce qui est important, c'est que nous devons protéger notre intégrité pour le territoire, pour le Congo. Nous devons parler même avec nos autres Congolais qui ont décidé d'aller à l'ancien pour dire « revenons sur le même plus ». Arrêtons cette situation. Donc, vous blâmez de manière compréhensible et je pense assez justement Cassidy pour une grande partie de cette situation, mais vous ne pensez pas que c'est problématique que le Rwanda et le M23, ils contrôlent une grande partie du territoire congolais de l'Est. Donc, même si vous deviez, je ne sais pas, améliorer la corruption interne ou la situation du gouvernement congolais, cela ne va toujours pas résoudre le contrôle territorial et l'occupation qu'une autre puissance étrangère a, non? Si nous avions la véritable élection, je suis censé arrêter cette guerre. Comment? Facilement, très facilement, parce que j'ai été élu président. La personne qui est élue va avoir la confiance du peuple aussi. Avoir une bonne armée, réduire les dépenses du gouvernement, payer moins d'argent et payer très bien les soldats, tout le monde. Et qu'est-ce qui accélère? Si j'ai peut-être une bonne mémoire, Monsieur Nanga, il y avait un cessez-le-feu pendant un long moment. Quand le président Tshisekedi a voulu changer la constitution pour dire « Ok, je vais dépasser 2 mandats », il a commencé à faire campagne province par province. Et Nanga a dit non, c'est impossible. Pourquoi ce type, même le soldat, qui sont dans la province, nous avons voté? Pour 2 ans, pour 2 mandats, désolé. Son dernier mandat reste 4 ans, qui va se terminer en 2028. Ensuite, pour voir comment arrêter ces choses, cela mène au changement de la Constitution. Ces choses ont accéléré. Le Goma. Avant qu'ils ne disent « je vais changer la Constitution », ce groupe rebelle n'est pas entré. À Goma ou à Bukavu. Donc je pense que ce qui est important aujourd'hui, il y a la région, la SADC, la communauté d'Afrique de l'Est, les prêtres, ils doivent leur donner la chance d'apporter la paix sans effusion de sang. Mais ne pensez-vous pas que c'est... Vous savez quand ce conflit a commencé? Vous savez, depuis quand? Depuis les années 90? Oui. D'accord. Cela vient par vagues. Vous avez eu des cessez-le-feu de temps en temps. Cela vient depuis... Parce que, parfois, les gens veulent cacher les choses. Cela a commencé en 1990. Kagame n'était pas président du Rwanda. Ces choses ont commencé il y a longtemps. Et vous savez, ces choses pour me blâmer, moi, quand j'étais gouverneur, je n'étais pas à blâmer mes voisins. J'agissais à l'intérieur pour que vous soyez respectés. Vous me dites, pourquoi le Botswana, le pays voisin, n'attaque pas le Botswana aujourd'hui? Parce qu'ils ont une stabilité politique. Stabilité politique. L'un des pays les plus politiquement stables d'Afrique. Oui. Donc, oui. Mais ne pensez-vous pas que c'est un peu naïf de penser cela? Qu'en réaffectant simplement les dépenses publiques pour augmenter les salaires des soldats, cela suffira à résoudre le conflit? Parce qu'à la fin de la journée, il y a beaucoup d'ingérences étrangères. Vous savez, il y a beaucoup d'investissements au Rwanda qui maintiennent... Vous savez combien d'étrangers peuvent armer dans notre pays?
beaucoup. Eh bien, vous avez la MONUSCO. Non, non, pas la MONUSCO. Il y a le Burundi, il y a les groupes missionnaires. Un missionnaire recevait 8 000 $ net, un soldat 80 $ par mois. Je vous dis la stabilité. Pourquoi les gens ne vont pas recruter les jeunes au Botswana, donner l'exemple du Botswana ou de l'Afrique du Sud ou de la Zambie, parce qu'ils savent qu'après l'école, après leur université, ils peuvent obtenir un emploi. Ils ont beaucoup d'opportunités. En Congo, ils disent « nous sommes très riches ». Cet argent est un groupe qui vole de l'argent en achetant de l'or à l'Est et envoie, je pense, à Dubaï ou ailleurs, où ils envoient pour blanchir cet argent. Et si l'opportunité est facile, c'est pourquoi je dis si l'argent avait été très bien dépensé, développer le pays, la route, donner des opportunités d'emploi, personne n'irait mourir pour... Non, bien sûr. Oui, oui. Donc, cela va apporter de la stabilité. Eh bien, j'espère. J'espère que vous savez que votre vision puisse. Non, non, non. Vous savez, quand je suis devenu gouverneur, tout le monde sait que vous pouvez aller sur Google. Je trouve ce qu'ils appellent le triangle de la mort, n'est-ce pas? Il y avait beaucoup de groupes malveillants. Où ils mangent, ils rencontrent les gens, ils sont mêlés à manger des enfants. Quoi? Et quoi? Parce qu'ils croient être... Ils peuvent mourir s'ils mangent de la chair humaine. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé ça. Quand j'ai été élu gouverneur. J'étais le premier gouverneur élu avant qu'il n'y ait juste aucune nomination. C'est pourquoi j'ai défendu cette constitution. Donc, quand je suis arrivé, j'ai été élu. L'ancien gouverneur m'a dit, nous sommes censés commencer à envoyer de l'argent à ce groupe malveillant. Quoi et quoi? Je ne m'en suis même pas soucié parce que quand j'ai été élu, j'avais mon plan, comment gérer mes affaires. J'ai dit, non, je vais prendre une autre voie. J'ai créé de l'emploi. Puis, au lieu d'avoir une seule entreprise minière, nous avions plus de 70 entreprises minières. Nous avons créé de l'emploi, de l'agriculture, de l'électricité. Il y avait de la stabilité. J'ai parlé à ce gars qui se battait. Qu'est-ce que tu voulais, gouverneur? Au moins, vous avez fait presque tout. Nous avions besoin de routes parce que nous faisions de l'agriculture. Nous les avons aidés à faire de l'agriculture et tout s'est arrêté. 6 mois plus tard, il n'y avait plus de triangle de la mort dans le pays. Donc c'est quelque chose que j'ai vécu. Les gens veulent avoir le minimum parce que si j'ai ma petite ferme où je peux obtenir 10 000 $ par mois, je ne vais pas me précipiter pour aller chercher, pour aller mourir avec une arme. Donc, au moins la stabilité d'abord. Si l'économie profite au peuple congolais, s'il y a une stabilité interne, nous allons voir que tout le pays va nous respecter. Pourquoi? En Zambie, il n'y a pas de pétrole, parce que l'argent va au peuple. Je pense certainement que pour revenir à un autre point que vous avez également soulevé concernant la motivation, beaucoup de jeunes hommes que nous avons vus ont été pris pour cible par Al-Shabaab. En Somalie, par exemple, c'est certainement très vrai. Mais d'accord. Supposons donc que le conflit soit, je ne sais pas, que le conflit puisse être influencé et peut-être amélioré, que la situation puisse être améliorée. Mais vous savez, il y a une ONU, mission ici. L'UNESCO est là depuis longtemps. C'est une mission de l'ONU très coûteuse et à grande échelle, de maintien de la paix. Avez-vous peur de ce retrait ou quelle est votre opinion à ce sujet en général? Et vous savez, l'erreur, pour tout cela, est une erreur du gouvernement. Oh, vraiment, oui. Et je dois être franc. Oui, vous savez, quand Kabila a expulsé le M23, quand il a gagné cela, j'étais gouverneur. Ils ont travaillé ensemble avec MONUSCO comme ça. Parce que MONUSCO a de l'expérience, MONUSCO peut se battre. Quand le régime du président Tshisekedi a commencé à chasser le MONUSCO pour réduire, ils ont beaucoup réduit. Nous n'avons pas besoin du MONUSCO dans notre pays. Et nous savons que nous n'avions pas d'armée. Le problème n'est pas le MONUSCO, c'est notre mauvaise gouvernance.
L'argent pour MONUSCO est de l'argent gratuit. Ce n'est pas une dette que vous devez rembourser. MONUSCO faisait un travail très remarquable parce que ces gens voulaient acheter des armes à gauche et à droite. Je vous l'ai dit, ils deviennent tous des affaires et ils veulent dire non, le problème, ce sont les autres. Non, MONUSCO a fait un travail très remarquable. Bien sûr, quand j'étais gouverneur, quand j'ai arrêté cette crise dans ma province, j'ai travaillé avec MONUSCO et tout s'est passé pacifiquement. En 2012, tout s'est passé pacifiquement. Le président Tshisekedi n'a pas trouvé le M23 dans le pays. Vous savez qui a amené le M23 dans le pays? Le président Tshisekedi. Il les a appelés pour avoir une réunion à Kinshasa. Pendant 14 mois, ils sont restés dans un hôtel 5 étoiles à Nairobi pour discuter. Après Kwaro, 2 semaines plus tard, ils sont entrés à la frontière de l'Ouganda, le M23. Ils ne sont pas entrés à la frontière du Rwanda. S'ils ne les avaient pas appelés, nous étions censés être en paix. Pourquoi appeler des gens après, ne pas être d'accord avec eux après qu'ils aient tous commencé? Je pense que si la MONUSCO était bien respectée par le gouvernement, vous n'étiez pas censé avoir cette crise. Cela m'amène donc à une autre question d'ensemble. Et je veux revenir un peu plus sur vos expériences personnelles. Expérience, qui est le changement de l'ordre international, n'est-ce pas? Nous voyons, je l'ai mentionné auparavant, mais nous voyons une plus grande multipolarité. Et l'administration Trump n'est pas exactement un grand fan de, l'ONU ou du multilatéralisme. Mais vous soutenez Trump, mais vous soutenez aussi l'UNESCO. Et alors, expliquez-moi d'abord votre opinion à ce sujet. Mais ensuite, je trouve intéressant que les pays qui soutiennent le plus le système international depuis 1945 soient les nations africaines, n'est-ce pas? Beaucoup de pays d'Afrique sont apparus à cause de la décolonisation. Et pourtant, tant de pays qui ont créé cet ordre, l'Amérique, l'Europe, peu importe, le quittent ou l'abandonnent. Et il est laissé aux nations africaines qui maintiennent leurs frontières existantes, leur souveraineté, leur intégrité territoriale. Alors, ces deux sous-questions, qu'en pensez-vous? Vous voyez, le plus gros problème, pourquoi il y a ces grands changements? Il y a des présidents qui n'ont jamais gagné l'élection. Parce qu'ils ont des amis, ils les soutiennent pour qu'ils restent au pouvoir. Et quand les gens en ont assez, parce qu'ils souffrent, à cause de l'amitié entre certains dirigeants occidentaux et certains Africains. Président. Alors, les gens commencent à dire assez, c'est assez, ce qui parfois dégénère, ce qui devient vraiment triste pour la voix. Nous avons eu beaucoup de soutien de la communauté internationale. En tant que Congolais, même quand j'étais gouverneur, j'ai apprécié. Si l'argent qu'ils envoient était vraiment bien alloué, je pense que cela fait un très grand changement. Cela fait un très grand changement. Donc, je pense ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire des affaires gagnant-gagnant. Plus d'investisseurs, plus de création d'emplois va apporter plus de développement. Oublions le passé où nous allions juste pour mendier. Et mendier, et mendier. Travaillons ensemble pour avoir le meilleur ancien, tout l'ancien entier. Parce qu'à un moment donné, vous avez parlé de ces garçons, ils prennent à droite et à gauche, ce sont des shababs sur l'eau. Parce qu'ils vont les obtenir gratuitement, parce qu'ils n'ont pas d'espoir de vivre. Et ces gens-là, ils sont censés contribuer au développement de l'Afrique. Parfois, ils partent à cause de la mauvaise gestion dans leur pays, à cause de la corruption, parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir quel objectif nous pouvons atteindre ensemble. Quand vous dites ensemble, vous voulez dire africain? Afrique, Africains, Congolais d'abord, Africains et tout le monde entier. D'accord. Quel est le meilleur objectif que nous pouvons atteindre ensemble pour un monde meilleur dans lequel vivre? D'accord. Donc, je suppose que revenir à vous en tant que personne, et vous avez été en exil, vous avez fait face à des accusations, des batailles juridiques, de nombreuses difficultés.
Alors, parlez-moi de certaines d'entre elles et de ce que c'est que de, vous savez, faire face à des menaces, à la censure et même au harcèlement. Dans mon pays, c'est une honte de parler aujourd'hui de la mauvaise gouvernance. Donc, si vous m'interviewez dans mon pays et je dis quelque chose qui est vrai, qui n'est pas une réponse évasive, qui est de dire au gouvernement qu'ils doivent changer leur façon de gouverner. Nous sommes censés voir des soldats venir et m'arrêter. Combien de journalistes sont en prison pour rien parce qu'ils disent « Monsieur le Président, vous n'avez pas besoin de beaucoup voyager, vous n'avez pas besoin d'aller dépenser, et 440 000 $ pour 3 jours en Suisse. Nous devons voyager moins. » Quand Nanga est allé à Goma, le président était à Davos. Quand Nanga est allé à Bukavu, le président était à Munich pour la Saint-Valentin. Donc ces choses-là, si on donne ces bons conseils, si on donne ces bons conseils, nous devenons les ennemis. Mon problème, j'ai combattu la Constitution, pas le changement de la Constitution. J'ai combattu, et la Constitution n'a jamais été changée. Si je n'avais pas défendu la Constitution, Tshisekedi aujourd'hui n'aurait pas dû devenir président. Aujourd'hui, il veut changer la même Constitution. Je dis, il est impossible de toucher à la Constitution. Nous devons respecter. Il y a un temps pour entrer en fonction et il y a un temps pour partir. Le président Tshisekedi fait son dernier mandat et je vais être sénateur à vie comme le président Kabila. Et savez-vous pourquoi je suis ici en Europe aujourd'hui? Parce que je voulais aider mes frères. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai construit des soins intensifs à l'Est où il y a la guerre. J'ai construit plus de 7 unités de soins intensifs. J'ai distribué plus de 50 ambulances. J'ai parfois remplacé le gouvernement là où il n'y a pas de gouvernement. Alors je suis allé dans un petit camp de pêcheurs qui appartenait à la famille auparavant, où je n'étais pas allé depuis longtemps. J'ai trouvé une petite école que mon frère avait construite et qui s'était effondrée. Et les enfants étaient là, les enfants congolais, tous les copains Inca. Tanga n'est pas à l'est. Où il n'y a pas, ils font 10 kilomètres à pied. Pouvez-vous permettre à votre enfant, un garçon de 6 ans, de faire 10 kilomètres et de revenir 10 kilomètres? La majorité d'entre eux, 98%, ont quitté l'école. Alors, je leur ai construit une école pour 600. Jusqu'à présent, c'est moi qui paie le chicha. Donc, un jour, j'étais là avec ma femme. Ils nous ont amené une femme qu'ils ont apportée sur une chaise. Je pensais peut-être qu'elle est malade. Nous devons les aider à les emmener en bateau à 10 kilomètres. La dame était morte parce qu'elle tombe enceinte très jeune. Donc, ils perdent dans ce village presque 30 personnes. Chaque mois, un minimum de 30 personnes parce qu'il n'y a pas de médicaments. Ils m'ont demandé de construire un petit hôpital. J'ai construit l'hôpital pour 120 lits. Maintenant, à 500 kilomètres de là, c'est là où vous êtes censé aller pour trouver des médecins. D'accord. 3 mois sur la route. Parce que la route est très mauvaise pendant la saison des pluies. Pendant la saison sèche, vous pouvez le faire en 1 à 2 semaines. Donc, nous avions dans notre espace privé pour atterrir sur le terrain d'aviation que la communauté m'a demandé, pouvez-vous essayer de le réhabiliter? 1200 mètres. Parce qu'il y a l'église méthodiste américaine fait beaucoup avec leur petit avion caravane. Si vous payez moins de 100 $, ils viennent chercher la personne malade. S'ils ne peuvent pas faire l'opération dans le village pour amener le médecin, le vaccin. Et après avoir réhabilité les choses, ils ont dit, non, je réhabilitais pour amener le M23. Et j'ai quitté Lubumbashi à l'aéroport international avec un avion privé. Je ne me suis jamais enfui de Lubumbashi. Et puis, 2 jours plus tard, ils vont encercler ma femme dans le village. Beaucoup de soldats. Puis, envoyer le soldat à l'est. Et ces soldats, aujourd'hui, dans le village, ils volent des chèvres, des poulets, harcèlent les gens, violents.
puis les envoyer à l'Est. J'ai perdu mon porte-parole. J'ai été tué à Kinshasa. Le gars, un de mes conseillers, le sénateur Solomon, est allé en prison pour rien, prison militaire. Et la politique du parti, nous, avons beaucoup de prisonniers à Lubumbashi, à Kisangani, partout dans le pays. Donc si je n'étais pas un homme pacifique, je devrais aussi aller chercher des armes. Peut-être qu'ils pourraient m'écouter. Je ne peux pas faire ça. Donc je pense que ce qui est important, c'est la bonne gouvernance. Et aussi, ils doivent blâmer ce gouvernement pour ce qui se passe. Cela crée de l'instabilité. Oui, je pense. Eh bien, je suis très heureux que vous ayez mentionné votre porte-parole et son héritage ou sa relation avec vous. Mais je pense que sur ce point, ma question avant-dernière serait: que feriez-vous différemment si vous étiez en position? Et que voudriez-vous encore potentiellement faire? Vous savez, auriez-vous, par exemple, concernant le conflit, des négociations directes avec Kagame ou Museveni, par exemple? Comment essayeriez-vous de faire mieux? J'avais l'expérience. Quand je suis devenu gouverneur, ce n'était pas mon premier emploi. J'étais un homme d'affaires très prospère, donc j'avais l'expérience. Ce n'était pas mon premier emploi, comme le premier emploi du président Segedi est de devenir le président. Nous ne pouvons pas refuser de négocier avec qui que ce soit. Même dans les affaires, même en politique, j'ai aussi négocié avec l'opposition. J'ai négocié avec ce groupe de milices. Nous devons négocier. Au moins, nous pouvons arrêter le sang du peuple. L'Ukraine va se terminer par la négociation. Gaza et Israël, des négociations sont en cours. Il n'y a pas de conflit éternel. Hein? Et vous, je pense que si quelqu'un dans mon pays, les gens refusent de parler, parce que cela deviendra un commerce sur le sang du peuple congolais. Non. Nanga et les autres doivent donc s'asseoir. Et les prêtres, les deux églises ont rencontré Nanga, ont rencontré le président Kagame, ont rencontré le président Ruto, et ils se rencontrent aussi, en tant qu'opposition. Pourquoi ils sont allés rencontrer Nanga? Parce qu'ils veulent apporter la paix, pas continuer à s'entretuer. Et je suppose, en guise de dernier mot, alors, que diriez-vous à vos compatriotes congolais? Que diriez-vous aux gens que vous avez gouvernés? Et vous savez, quel message souhaitez-vous le plus leur transmettre? Ce que j'aimerais envoyer au peuple congolais, c'est de dire, je dirais, nous devons d'abord nous aimer les uns, les autres. Ce qui est plus important. Et ils doivent avoir de l'espoir pour un Congo meilleur où les Congolais seront respectés. Les Congolais ont perdu leur respect dans le monde entier. Nous avons perdu notre respect à cause du pillage, économie, mauvaise gouvernance, meurtre. Donc, nous devons arrêter cela. Il est temps de se concentrer sur un Congo meilleur. C'est un sentiment sur lequel terminer. Très bien, Timby. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous de nous avoir regardés. Et nous vous verrons la prochaine fois.